Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 158e, avec ce matin, coup de peau pour nous, une invitée, Nathalie Hennick, directeur de recherche au CNRS, en sociologie de l'art. J'espère que je n'ai pas dit des bêtises dans l'intitulé. Pas encore. Ah oui, non, parce que j'ai remarqué que vous taclez quelquefois quand on dit des bêtises. Pour l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de Cessy, où il est la plupart du temps, donc il est pas dans la société. L'artiste et l'engagement politique, là, on peut se poser des questions, parce que contrairement à des artistes du passé, aujourd'hui, il est plutôt engagé dans la course au pognon et à la représentation ou la représentativité ou tout ce qu'on veut. L'artiste et la religion, là, il y en a encore quelques-uns qu'on peut retrouver dans quelques églises de la périphérie, pour prier pour que le miracle se produise et qu'enfin il soit reconnu. L'artiste et la science, bon, hélas. Ah oui, ce matin, on a quand même un directeur de recherche au CNRS, donc on est un petit peu maqué à la science pour un court moment. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on en pense de l'autorité. Par égard pour notre invité, on va pas en dire plus, parce que c'est jamais très très reluisant ce qu'on en pense. Bon, on va pouvoir tout de suite donc commencer cette émission. Je vous dirai que je suis un petit peu fébrile parce qu'on a chez nous les anards, on a quand même un certain respect pour la culture, pour les gens en tout cas qui ont quelque chose à dire, qui sont pas justement dans la frime, mais où il y avait un vrai fond de savoir, quoi, et de transmission du savoir justement. Ce qui porte un peu notre invité. Grâce à elle, on a à peu près tout compris sur l'art contemporain en lisant ses bouquins. Donc voilà, elle va essayer, parce que c'est elle qui va faire l'émission, elle va essayer de vous donner l'envie de lire ses bouquins et de vous donner l'envie de découvrir ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est-à-dire les manifestations qui sont liées à l'art contemporain.
Alors, vous venez d'écouter Au Pays de l'Illusion par Sinsemilia. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, avec une invitée ce matin dans l'émission Arracaille, Nathalie Hennick, directeur de recherche au CNRS en sociologie de l'art. Vous allez en apprendre un peu plus très bientôt, mais avant, il va falloir se plier à l'habitude. Enfin, on n'est pas des gens d'habitude, mais quand même, pour la mini-tube de luminance qui est un peu liée ce matin, vous allez voir le grand écart qu'on est capable de faire dans cette émission avec le dernier titre de Nathalie Hennick, de la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique, avec, bon, vous allez, Piquet-Cou vous en lira un extrait, et j'ai écoutez cette semaine une nouvelle bouleversante, la mort de Thierry Roland, un Gugus ultra médiatisé depuis 50 ans puisqu'il commentait les matchs de foot. Et alors quand on connaît le personnage, c'est vraiment le beauf incarné, vraiment il a fait des pétards, des commentaires parfois qui frisaient le racisme, bref, toutes les tares de ces gens-là. Et j'ai vu une émission de télé où on interviewait pas des mecs, mais des nanas qui étaient bouleversés par la mort de Thierry Roland. Un mec qui écoute le foot encore. Bon. Voilà, je pense que c'est un peu lié à toute cette mascarade médiatique qui porte vraiment au pinacle des gens qui autrement auraient été complètement invisibles. Mais là, on met le paquet sur des choses. Ce que Nathalie Hennick va développer pour vous presque tout de suite. Tout d'abord, on va lui demander si elle veut bien en quelques mots se présenter, parce que moi j'ai fait que dire son nom et ses qualités. Enfin, elle a une voix, puis elle a des choses à dire. Merci d'abord de m'avoir invité. Donc je suis en effet sociologue, comme vous l'avez dit. J'ai la chance d'être chercheur au CNRS, ce qui fait que je suis payée pour faire de la recherche et donc pour produire du savoir, ce que j'estime être un grand privilège. D'autant que je suis payée par mes concitoyens. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir redonner un peu de ce qui m'est donné en transmettant ce que j'ai pu découvrir, soit par les livres, soit par des émissions comme aujourd'hui. Alors je suis plutôt spécialisée en sociologie de l'art, comme vous l'avez dit, mais j'ai aussi développé une autre ligne de recherche sur la question de l'identité féminine, sur laquelle j'ai publié plusieurs livres, et puis une troisième ligne de recherche sur, disons, l'histoire des sciences sociales. Voilà, donc comme la plupart des chercheurs, je ne m'intéresse pas qu'à un sujet, mais disons que le thème central de mon travail, c'est la question du statut d'artiste, la question de la perception esthétique, la question du rôle des intermédiaires de l'art, et c'est comme ça donc que j'ai été amenée à publier un certain nombre de livres. Le premier qui s'intitule La gloire de Van Gogh, un autre livre qui s'intitule Du peintre à l'artiste, qui explique comment les peintres sont passés du statut d'artisan au statut d'artiste au sens moderne du terme, à l'âge classique, et puis plusieurs livres sur l'art contemporain, dont le triple jeu de l'art contemporain, dont j'étais venue parler ici, je me souviens, il y a une bonne douzaine d'années. Et puis donc l'élite artiste que j'ai publié en 2005, qui est sous-titré Excellence et singularité en régime démocratique, qui raconte comment au XIXe siècle les créateurs du type peintres, sculpteurs, écrivains, compositeurs de musique ont acquis une place extrêmement importante dans la société suite à la Révolution française pour toutes sortes de raisons que je développe dans le livre. Et le livre que je viens de publier, De la visibilité, est sous-titré Excellence et singularité en régime médiatique, parce que en fait il s'agit de la suite de l'élite artiste. Il s'agit d'observer la façon dont au XXe siècle et non plus au XIXe siècle, ce sont les artistes interprètes et non plus les artistes créateurs qui tiennent le haut du pavé, en raison de l'invention technologique des moyens de diffusion de l'image, qui met au premier plan de l'espace public les acteurs et les grands chanteurs, les grands interprètes de musique. Voilà, essentiellement, mais aussi d'autres catégories de gens visibles, on va en parler. Bien.
C'était Georges Chelon qui interprétait Le Pouvoir. Sur Radio Libertaire, vous y êtes toujours. Prenez-vous à vos fauteuils ou à vos canapés parce que ça va, dans quelques minutes, ça va chauffer un peu plus. Avec Nathalie Hennig, qui est notre invitée, de la visibilité, c'est son dernier bouquin, Excellence et singularité en régime démocratique. Et voici un avant-propos, un extrait de ce bouquin. Je prends sa voix, parce que c'est elle qui aurait dû vous en causer dans le poste, mais nous, on fait un petit peu les impérialistes quand on peut. Elle dit donc, dans cet avant-propos, elle écrit « L'infléchissement de mes travaux vers une analyse socio-politique du statut d'artiste m'a amené à repenser la question de la célébrité comme un déplacement du prestige accordé aux artistes depuis la Révolution. » Elle l'a évoqué brièvement il y a peu. Déplacement des créateurs, très présent au XIXe siècle, aux interprètes, dont le statut s'élève considérablement au XXe siècle, pour les raisons et avec les effets que l'on va voir. Voilà qui replace le projet initial dans la continuité d'une problématique quasi constante depuis mon premier livre consacré à Van Gogh. Celle de la singularité dont on va voir comment, après s'être constituée en valeur avec l'avènement du régime démocratique, elle prend un exceptionnel essor dans le régime médiatique, tel qu'il s'est mis en place durant le siècle en lequel nous sommes nés. Voilà, donc maintenant, moi, je vais vous lire un extrait du premier chapitre. De nos jours, au lieu de voir comme jadis quelques centaines de visages dans le cours d'une vie, nous pouvons en voir un millier au cours d'une seule émission d'actualité télévisée, remarque un psychologue américain. Et certains visages sont, bien sûr, beaucoup plus souvent exposés au regard que d'autres.
acteurs et chanteurs en particulier, bénéficient ou pâtissent de cette surexposition, à la fois conséquence et cause de leur célébrité. Cette modification capitale, caractéristique du monde moderne, aurait pu trouver un théoricien en la personne du philosophe allemand Walter Benjamin, si celui-ci, omnubilé par sa culture lettrée et par son dédain esthète propre à l'école de Francfort pour la culture populaire de masse, n'avait focalisé sur les seules œuvres d'art, dont la portée pour l'expérience commune est pourtant limitée, sa remarquable intuition, développée dans l'entre-deux-guerres, sur la reproductibilité technique et ses incidences quant à notre rapport aux images. Car la quête de l'original, au-delà des reproductions, et la tension entre le lointain et le proche créée par cet écart, s'applique au moins autant, et en tout cas de façon beaucoup plus spectaculaire dans la culture dite de masse, au visage des célébrités qu'aux grandes œuvres de la culture visuelle. À cette regrettable limitation de son objet s'ajoute une erreur d'interprétation lorsqu'il suggère que l'aura de l'œuvre d'art originale, cette unique apparition d'un lointain si proche qu'elle puisse être, selon sa définition obscurément poétique, serait atteinte par ces reproductions, comme si celle-ci constituait une dégradation de celle-là. Autant des techniques de reproduction, ce qui est atteint dans l'œuvre d'art, c'est son aura. Certes, à la plus parfaite reproduction, il manque toujours quelque chose. L'ici et le maintenant de l'œuvre d'art, l'unicité de sa présence au lieu où elle se trouve. Mais c'est l'existence même des reproductions mécaniques, depuis l'invention de la photographie, qui, par contraste, a pu doter les originaux d'une valeur inédite. Sans les reproductions, il n'y aurait pas d'aura, laquelle est donc bel et bien créée par celle-ci. La multiplication à l'infini des reproductions techniques de l'image creuse l'écart entre l'original et ses répliques, augmentant d'autant la valeur d'authenticité de l'original. Ce point est capital, puisqu'il permet de donner sens à la quête de l'origine au-delà des reproductions, mais appliquée aux personnes et non plus aux œuvres d'art, qui, depuis près d'un siècle, occupent une place et mobilisent une énergie émotionnelle considérable dans la vie de centaines de millions de gens sur toute la planète. Merci Pikikou. Ce bouquin, non, je vais pas faire de la, mais quand même, hein, c'est pour moi c'est une découverte. Rien dans ces quelques lignes, je redécouvre une planète que je connaissais pas si bien que ça. De la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique est publié par les éditions Gallimard. Le top. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Oberkampf, fille du Calvaire ou République. Je vous conseille d'y aller à Pince ou en transport en commun ou en vélo, mais surtout pas en bagnole, parce que pour se garer, c'est mission impossible. Et puis, bon, il faut un petit peu marcher pour être prêt à commander ce bouquin. Vous aurez Laurent et Max, toujours aussi des libraires aussi sémillants. Le téléphone, c'est 01 48 05 34 08. Vous pouvez téléphoner pour commander un bouquin, ou alors vous avez le site de la librairie aussi, où vous pouvez commander le bouquin, www.librairie-publico.com, pour le bouquin donc de Nathalie Hennig, dont maintenant elle va pouvoir un peu plus, ou un peu mieux plutôt, vous parler. Oui, donc l'extrait qui a été choisi, vous avez bien fait de choisir cet extrait, dit bien ce qui m'a interrogé au départ, ce qui a fait que j'ai eu envie de consacrer quasiment 25 ans à ce livre, parce que j'y pense depuis 25 ans, et puis des mois et des mois de recherche et d'écriture. C'est qu'en fait, je me suis demandé ce qui faisait l'extraordinaire prestige de ces célébrités, et notamment ce qui fait, pour quelles raisons, lorsqu'on en croise une dans la rue par hasard, il y a une telle expérience émotionnelle. Même si on n'est pas fan particulièrement de cet acteur ou de ce chanteur ou de cet animateur de télévision, c'est un petit événement, ça crée un choc. Le fait de rencontrer une célébrité par hasard, ou même de la rencontrer pas par hasard, c'est-à-dire d'aller à un concert d'un chanteur qu'on apprécie, ou d'aller voir au théâtre un acteur que l'on connaît. Et donc finalement c'est une expérience extrêmement ordinaire, au sens où n'importe qui peut la faire, et en même temps elle n'a jamais été analysée, alors qu'elle est quand même extrêmement chargée d'émotions, voilà. Et donc je me suis dit, mais finalement qu'est-ce que c'est qui fait ce
prestige de ces célébrités. Et donc dans l'extrait qui vient d'être lu, on voit bien, je crois, la réponse que j'ai mis un certain temps à élaborer, c'est que dès lors qu'un objet ou un être humain, peu importe, est connu par ses doubles, par ses reproductions, avant d'être connu en vrai, la rencontre avec le vrai, avec l'original, produit une forme d'émotion, ça devient un événement. C'est vraiment un effet proprement sémiologique, sémiotique même, qui est lié à l'écart entre le référent, donc l'objet représenté, et la représentation. Et ça se manifeste aussi bien pour des êtres humains que pour des œuvres d'art. Récemment, j'étais dans un musée en Californie, je ne savais pas trop ce qu'il y avait dans ce musée, je me promenais d'une salle à l'autre, et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée face à l'Adam et Ève de Cranach. J'ai eu un choc. Et c'était pas un choc esthétique de me dire, oh, qu'est-ce que c'est beau. Je connaissais très bien la reproduction. C'était le choc de me dire, oh, mais le vrai tableau est là. Voilà, ce que je ne savais pas. Ben, exactement comme si j'avais croisé Brad Pitt et j'aurais eu la même réaction. Voilà. Donc c'est vraiment une sorte de petit choc sémiotique. Alors, à partir de là, il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments qui se greffent, puisque il n'y a pas seulement des gens qui rencontrent par hasard une célébrité qu'ils reconnaissent vaguement, mais il y a aussi des fans qui sont des admirateurs absolus de telle ou telle célébrité. Et là, on est encore dans un autre registre qui se rajoute au précédent, qui est la question de l'attachement. Pourquoi est-ce que des personnes s'attachent aussi fortement à des êtres qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne rencontreront probablement jamais, et que même s'ils les rencontrent, avec qui ils n'auront jamais de véritable relation, puisque le rapport est forcément dissymétrique entre une célébrité et un fan qui est simplement un parmi une foule d'autres fans. Et ça, c'est un élément fondamental, c'est la dissymétrie entre la singularité de la célébrité et l'extraordinaire multiplicité des gens qui soit l'admirent, soit même simplement la reconnaissent. Et c'est ce différentiel qui construit, qui produit ce que j'ai appelé un capital de visibilité, qui est vraiment un capital au sens propre du terme. C'est pas le capital économique au sens de Marx, c'est pas le capital culturel au sens de Bourdieu, ni le capital social. C'est vraiment un capital spécifique qui n'a jamais été analysé comme tel, mais qui, je pense, est absolument fondamental, qui est cette forme de richesse, de ressources créée par cet écart, cette dissymétrie entre le nombre de gens qui nous reconnaissent et le nombre de gens que nous reconnaissons. C'est ça qui fait la grandeur des célébrités. Et c'est un vrai capital au sens où il se mesure justement par ce nombre de gens par qui l'on est reconnu. Il s'accumule, puisque on accumule toutes sortes de formes de visibilité. Et d'ailleurs, cette visibilité s'auto-entretient, puisque plus on est vu, par exemple à la télévision, donc plus on est visible, plus on va attirer à soi les médias, plus on va être photographié, filmé, etc. Et donc, il y a une sorte d'auto-inflation de ce capital de visibilité. Et puis, comme tout capital, il est convertible. Par exemple, un chanteur de rock devient acteur, ou un sportif devient mannequin. Bon, il est transmissible à ses descendants, puisque on connaît bien aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont célèbres uniquement parce que ce sont les enfants de célébrités. Et voilà, donc on a bien affaire à un capital, et dès lors qu'on a un capital, on a des privilèges, puisque par définition tout capital met une personne au-dessus des autres et donc lui confère des privilèges soit d'influence, d'admiration, soit des privilèges beaucoup plus concrets qui sont des privilèges matériels, des possibilités de gagner énormément d'argent, de recevoir toutes sortes de cadeaux mirifiques, j'en donne pas mal d'exemples dans mon livre, et puis autour de ce privilège se construit en fait une véritable catégorie sociale, c'est-à-dire que les célébrités se fréquentent entre elles, ont un niveau de vie à peu près équivalent, en tout cas ont un accès équivalent à des lieux justement privilégiés, et donc ça fonctionne tout à fait comme une catégorie sociale, et pas n'importe quelle catégorie sociale, puisque c'est bien une élite. Voilà. Donc j'analyse la façon dont le capital de célébrité permet aux intéressés de faire partie d'une forme moderne d'élite qui n'a pas encore été repérée comme telle. Ça n'est ni l'élite du pouvoir, ni l'élite de l'argent, encore que la plupart d'entre eux gagnent beaucoup d'argent. C'est l'élite de la visibilité. Et c'est la nouvelle élite des temps modernes. Oui.
Non, ça c'est assez, de ce point de vue-là, assez extraordinaire d'avoir mis ça en lumière, de nous avoir alertés sur, parce que ici on essaie justement de démonter les mécanismes qui conditionnent l'homme actuel, l'homme moderne dans nos sociétés dites démocratiques. On s'aperçoit justement avec ce genre d'analyse qu'en fait on est de plus en plus dépendant de l'artifice, parce que voilà, c'est ce capital que vous mettez en lumière, cette transmission du capital, ces valeurs, etc. Tout ça c'est très, on pourrait dire presque fictif. C'est pas quelque chose de construit sur une production qui va servir, production basique dont on a besoin. On a besoin de se nourrir, de se vêtir, de s'abriter, etc. Là, c'est vraiment dans le virtuel presque, et malgré tout, ça prend plus d'importance que voilà. Et ça, de nous éclairer avec cette analyse, pour moi, ça nous permettra à nous de réfléchir sur évidemment encore une espèce de prégnance de la société sur les gens qui la composent et qui sont innocents de toutes ces choses-là, mais qui les subissent sans le savoir. C'est encore une forme de domination qui s'ajoute aux autres formes de domination. En même temps, ils ne font pas que les subir, parce que quand on regarde les pratiques des gens, ils sont extrêmement demandeurs. Beaucoup de gens, pas tout le monde bien sûr, mais beaucoup de gens sont extrêmement demandeurs de consommation de la visibilité. Regardez les chiffres invraisemblables que fait la presse People. Tous ces magazines qui s'arrachent, qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, ils sont bien vendus à des gens qui les achètent parce qu'ils ont envie de consommer l'image de gens célèbres. On a aussi la fréquentation des grands films qui mettent en scène des stars de cinéma. On a des concerts de rock qui attirent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Il y a un vrai désir pour cette célébrité. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à analyser. Moi, mon point de vue, c'est que tant que ça fait du mal à personne, il y a pas de quoi se lever la nuit. Et ça permet quand même, il faut le voir, et ça permet quand même à beaucoup de gens d'avoir des conduites d'attachement à ces êtres hors du commun que sont les célébrités, qui sont des conduites pas si différentes de celles qu'on connaît dans la vie quotidienne lorsqu'une personne s'attache à une autre, soit parce qu'elle s'identifie à cette personne, soit parce qu'elle désire la posséder, ce qu'on appelle l'amour normalement. Bon, sauf que dans le cas des célébrités, eh bien, on s'attache à des personnes qui ont ceci de particulier que probablement on ne les rencontrera jamais, et que même si on les rencontre, cette rencontre sera totalement dissymétrique. Bon, donc c'est la différence. Mais ça reste quand même des supports de construction identitaire et disons de gestion de sa vie émotionnelle qui peuvent être fondamentaux pour beaucoup de gens. Donc, a priori, moi, je ne mets pas d'accusation là-dessus, puisque en plus, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de produire du savoir et pas des jugements de valeur. J'essaye plutôt de comprendre ce qui fait que autant de gens peuvent développer cette passion pour des célébrités, et en même temps, pourquoi autant de gens, et même quelquefois les mêmes personnes, peuvent critiquer ces formes de passion pour des célébrités. Mais vous pensez pas que... Enfin, je pose des questions un petit peu comme ça, un petit peu de béotien, mais vous pensez pas que il y a dans cette passion des gens pour les célébrités, c'est pas quand même une forme de conditionnement, enfin, je veux dire, tout dans notre société, tout concourt à ce que on soit un peu paralysé par ce genre de comportement, quoi. Vous dites on critique, mais qui critique vraiment d'une manière assez soutenue, ou assez avec des vrais arguments, avec des vraies volontés de démonter le système? On les entend pas. Si, il y a quand même dans les milieux cultivés, dans les milieux universitaires, il y a tout le temps des diatribes contre la télé-réalité, contre les animateurs de télévision. Ça circule beaucoup, ce genre de critiques. Oui, mais dans une élite aussi. Oui, parce que en fait, la culture de la visibilité est avant tout une culture populaire. Pourquoi? Parce que ça a été d'abord une culture du cinéma, à l'époque où le cinéma était un divertissement populaire, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, puis ça a été une culture de la télévision qui a pris la place du cinéma comme loisir
typiquement populaire. Alors, bien sûr, pour toutes sortes de gens qui ont accès à une culture plus élaborée, tout cela fait figure donc de culture extrêmement vulgaire, puisque populaire, et on a un mélange, disons, de mépris pour ce qui est considéré comme trop populaire, et puis de soucis d'un maintien de valeurs supérieures qui pourraient être véhiculées, y compris auprès de gens qui n'ont pas accès à une éducation sophistiquée. Donc, il y a toujours ces mouvements qui s'entrelacent et qui sont pas du même ordre, qui peuvent être à la fois des besoins de distinction personnelle et en même temps un vrai souci moral du bien-être des autres. Et les deux se cumulent pour produire ces effets de dénonciation du système de la célébrité. Mais ce qui est troublant, c'est que ces dénonciations ne portent pas au sens où elles n'ont jamais empêché quiconque ni d'acheter un magazine People, ni de regarder une émission de variété à la télévision. Pourquoi ? Parce que on est dans une culture qui n'a pas grand rapport en fait avec ces valeurs cultivées que défendent les adversaires de la célébrité. On est dans une culture où il y a une sorte de besoin, ou en tout cas d'approbation, qu'il existe des êtres plus grands que nous et un besoin de les admirer. Oui. Et ça, dans votre analyse, parce que c'est vrai que vous n'êtes jamais polémique, et c'est ça qui est intéressant, parce que la polémique, on peut la faire après à partir de vos ouvrages, pour ceux qui défendent une certaine idée de la société. Mais vous, quand même, au-delà de vos écrits, est-ce que vous-même, vous avez une vision un peu, sans entrer dans la polémique, mais comment vous voyez est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité ou qu'il y a des mouvements qui pourraient d'une certaine manière dénoncer ça, mais le dénoncer pour en faire, pour un peu libérer cette société de toutes cette emprise, parce que c'est le people, mais c'est le politique, mais c'est le financier, etc. Ça répond toujours au même. Ben, moi, je crois que la dénonciation ne sert à rien, en fait. Ce qui peut servir, c'est de proposer des produits alternatifs plus intéressants. Donc, si la télévision était mieux gérée, s'il y avait un vrai sens du service public, si elle était, en tout cas sur les chaînes publiques, beaucoup plus indépendante de l'audimat, ce qu'elle n'est pas encore suffisamment, eh bien, me semble-t-il, on pourrait offrir aux gens des possibilités d'accéder à autre chose que ce qui est quand même une sous-culture, de la variété de base, et c'est comme ça qu'on pourrait apporter autre chose. Et l'école aussi devrait avoir son rôle à jouer dans le fait de pouvoir apporter d'autres objets d'intérêt que la culture de la célébrité. Mais je crois que se contenter de dénoncer, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Ça fait plaisir, mais je pense pas que ce soit très utile. Et pif.
Alors, vous venez d'écouter la Mano Negra, la rançon du succès. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 158e, avec notre invitée, et on est bien content qu'elle soit là, parce que ça nous remonte un petit peu, genre, on se sent un petit peu quand même comme ça, un peu boosté, secoué. Nathalie Hennick, directeur de recherche au CNRS, et qui plus particulièrement intéressé, enfin qui propose en tout cas une analyse de la visibilité de l'art actuel, de l'art, enfin de tout ce qui dans notre société est un petit peu dévoyé de mon point de vue. C'est pas le point de vue de Nathalie Hennick, vous l'avez compris, elle n'est pas dans la polémique, elle est dans elle énonce des choses qu'elle a étudiées, que personne n'avait vu avant elle, et puis c'est pas mal pour ça. Et là, on va évoquer, en accord avec elle, le statut de l'artiste par rapport à la visibilité. Voilà. Parce que, en fait, les créateurs ont un statut très particulier par rapport à la visibilité. Finalement, quand on réfléchit au visage que nous connaissons parmi les peintres, ou parmi les écrivains, ou parmi les compositeurs de musique, ou même parmi les grands scientifiques, il y en a très très peu. On connaît le visage de Picasso parce que, il a été extrêmement diffusé. On connaît le visage de Dali parce qu'il a fait de la pub et qu'en plus il s'est fabriqué une image très typique avec sa fameuse moustache. On connaît bien sûr les autoportraits de Van Gogh, voilà. Mais sinon, les peintres, on n'en connaît pas le visage. Pareil pour les écrivains, sauf quelques rarissimes, très très grands auteurs comme Marcel Proust, dont la photo illustre la couverture dans La Recherche du temps perdu, ou comme Rimbaud, grâce à une célèbre photo de Carjart, etc. Mais sinon, ils sont très rares. En matière de science, à part Einstein, qui connaît le visage d'un scientifique? En matière de musique, on connaît pratiquement pas les images des compositeurs de musique. Pourquoi? Parce que du côté des créateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent des œuvres et ils ne se produisent pas eux-mêmes. Ce sont pas des gens qui font des performances comme les interprètes qui montent sur scène pour chanter ou pour jouer. Les créateurs produisent des objets, et dans le monde de la création, ce qui compte, et c'est bien normal, c'est l'œuvre et non pas la personne. Bon. Et quand on s'attarde trop sur la personne, ça a toujours un petit côté un peu ringard ou un peu louche de psychologisme excessif. Donc il est totalement admis dans le monde des créateurs que exposer sa personne, c'est pas la bonne monnaie de la pièce. La bonne monnaie, c'est d'exposer son œuvre. Donc, on comprend très bien pourquoi le monde de la visibilité est très étranger au monde de la création. Alors, ça devient intéressant lorsque des écrivains sont invités à la télévision. Parce que, à la fois, c'est difficile pour eux de refuser, parce que ils vont se faire tirer les oreilles par leur attaché de presse qui va leur dire, mais attends, c'est un instrument de promotion formidable pour le livre. Et en même temps, ils vont être tentés de refuser d'y aller. Pourquoi? Parce que ils savent bien que, encore une fois, c'est pas la bonne monnaie pour vendre leur œuvre, et qu'en plus, ils risquent de paraître un peu superficiels, uluberlus, narcissiques, etc. Parce que, encore une fois, ça n'est pas le rôle d'un créateur de se montrer. Et donc, on a un fossé qui s'est vraiment creusé de façon spectaculaire entre le statut des artistes créateurs et le statut des artistes interprètes, donc les acteurs, les chanteurs, les musiciens, qui eux, au contraire, se sont vus promus au premier rang de la visibilité, donc de la scène, grâce à l'invention de la photographie, puis du cinéma, puis de la télévision, puis d'Internet. Et là, on a vraiment un écart absolument spectaculaire qui fait au XXe siècle des grandes stars de l'art en tant qu'interprètes les vrais héros, les nouveaux héros de l'art. Bien sûr. Oui, c'est pas très réjouissant. En même temps, on est content de voir le visage d'Elvis Presley accompagner sa musique. On est content de voir des images de Marilyn Monroe. Là encore, ça ne fait de mal à personne. Non. Bon, simplement, ce qui devient problématique, en effet, c'est lorsque toute la culture ne tourne que exclusivement autour de ces formes d'art, qui sont quand même des formes d'art considérées comme
qui n'ont pas à être les seules formes de rapport à la culture, disons, je ne veux pas mettre de jugement de valeur. Voilà, c'est un petit peu dommage si toute l'énergie de culture qui est dans les gens se focalise uniquement sur ce type de rapport à l'art. Bien, bon. On envoie une petite musique pour un peu digérer. C'était Noir Désir, l'homme pressé. Sur Radio Libertaire, eh bien, on va aborder le dernier. On a encore une petite plage de temps pour Nathalie Hennig qui va un petit peu aborder aussi des volets passés dans la continuité de ce qu'elle a évoqué pendant cette émission. On va terminer avec 10 minutes de parole. Oui, j'avais envie de parler de la question de l'économie de la visibilité. C'est une chose que j'ai découverte en écrivant ce livre, c'est qu'il y a une énorme économie, une sorte de bulle qui s'est créée exclusivement autour de
l'achat et la vente de visibilité. Alors, ça commence avec la création de ce que j'appelle les petits métiers de la visibilité. Donc, ce phénomène de la visibilité a engendré la création de nouveaux métiers, le plus spectaculaire étant celui des paparazzis, puisque les paparazzis sont cette catégorie de photographes qui n'existerait pas s'il n'y avait pas des célébrités dont on désire connaître non seulement le visage, mais l'intimité. Et ça, c'est typique du phénomène du star system. Hein. Il y a star system quand il y a non seulement connaissance, identification du visage d'une personne connue, mais désir d'aller voir de plus près. Hein. C'est toujours ce dont je parlais au début, cet écart entre l'original et ses reproductions, qui fait que non seulement on a envie de voir l'original quand on connaît les reproductions, mais quand on voit l'original, on a envie d'aller plus loin, d'aller voir dans les coulisses, d'aller voir dans sa vie privée, et pas seulement dans sa vie publique. Et c'est ce désir de pénétrer l'intimité des grands, des célèbres, qui a engendré cette catégorie de photographes qui gagnent leur vie en fabriquant des photographies de l'intimité des personnes contre leur volonté, associées bien sûr avec l'invention technique du téléobjectif qui a permis dans l'après-guerre, dans les années 50, l'apparition de cette catégorie de paparazzi. Il y a aussi d'autres professions qui ont été soit créées, soit immensément valorisées par la visibilité. Les maquilleurs, par exemple, qui sont une profession qui est née essentiellement avec le cinéma, mais qui, avec les stars, prend une importance fondamentale. Toute star a son maquilleur ou sa maquilleuse attitrée. Il y a les gardes du corps, bien sûr, qui existent aussi pour le personnel politique, mais toute grande star a forcément son garde du corps, parce qu'il faut gérer la frontière entre le monde de la célébrité et puis le monde ordinaire, avec des tas de gens qui essayent de la toucher, de s'approcher d'elle, etc. Bon, voilà, donc il y a toutes sortes de petits métiers, il y a les agents, les stylistes, etc. Et tous ces métiers concourent à rendre d'une certaine façon consommable l'image de la célébrité. Consommable, ça veut dire achetable. Donc achetable par des magazines People lorsqu'elles achètent ces photos de célébrités, achetable par des marques qui utilisent les célébrités pour promouvoir leurs produits. Et il y a des sommes, j'ai découvert des sommes absolument faramineuses qui se payent pour acheter la présence d'une célébrité à, par exemple, un événement promotionnel. Il y a bien sûr les sommes fantastiques qui sont payées pour la présence d'un acteur célèbre dans un film. On sait que les salaires des acteurs sont sans commune mesure avec même les salaires des grands patrons. Hein. De même pour les grands sportifs, puisque avec l'apparition du phénomène de la diffusion télévisée des grands matchs de sport ou des grandes compétitions sportives, les champions sportifs ont acquis une valeur marchande absolument hors du commun. Voilà, on a toutes sortes de façons de rentabiliser, de faire payer d'une certaine façon le capital de visibilité. Et une des façons les plus cocasses que j'ai découvertes également, que l'on connaît, mais je crois qu'on n'en mesure pas l'importance, c'est l'achat des reliques. Puisque dans les salles des ventes, on met aux enchères la trousse de maquillage de Greta Garbo, le chanson de danse de Nureyev, la robe du soir de Marilyn Monroe, etc. Et ces objets qui sont sans aucune valeur intrinsèque atteignent des sommes absolument prodigieuses. C'est bien un marché des reliques. Il y a le marché des autographes, puisque des gens qui s'approchent des célébrités désirent garder une trace de la présence en personne de cette célébrité. Et cette trace, ça va être la signature sur un bout de papier, ce qu'on appelle l'autographe, qui pourra se revendre très cher. Bon, voilà, on a toutes ces façons. On a aussi, j'ai découvert, c'était merveilleux, des gens sont prêts à payer, je sais plus combien de dizaines de milliers de dollars ou de millions, je ne sais plus, c'est des sommes abracadabrantes, simplement pour acheter la tombe la plus proche de celle de Marilyn Monroe au cimetière. Oui. Il y a eu des kidnappeurs qui ont kidnappé la dépouille mortelle de Charlie Chaplin et qui en ont demandé, là encore, une somme phénoménale, simplement pour qu'on puisse récupérer son cadavre. On a un trafic perpétuel, soit des images, soit même des corps ou des traces des corps des célébrités. Et c'est, encore une fois, un pan de l'économie que j'ignorais, que je crois qu'il n'a pas vraiment été identifié comme tel par les économistes, mais qui est phénoménal. D'accord. Bon, oui, je pensais, quand vous évoquiez aussi, je pensais au... Enfin, c'est plus connu, mais enfin, c'est plus connu, c'est quand même aussi... c'est ça très proche de ce que
de ces choses-là, les ménages des journalistes qui, pour un événement aussi, mais des journalistes télévisuels qui sont les plus connus. Oui, parce que le fait qu'un journaliste puisse monnayer sa présence dans un événement promotionnel n'a de sens que si il a déjà une image publique. Donc pas si c'est un journaliste qui travaille dans une rédaction, mais uniquement si c'est un journaliste qui présente par exemple le journal télévisé ou si c'est un animateur d'émissions télévisées. À ce moment-là, il devient bankable, comme on dit au cinéma, c'est-à-dire que son image ou sa présence deviennent des producteurs de valeur monétaire. Sauf que moi j'ai toujours été un petit peu perplexe que ça se fasse avec les chaînes de télévision privées, les radios privées, etc. Mais il y a aussi des journalistes qui sont des chaînes publiques et qui aussi monnaient leur image, monnaient leur... ça pose des problèmes déontologiques dont les journalistes sont très conscients, la preuve en étant qu'ils ne font rarement la publicité sur le fait qu'ils font ces ménages. Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et vous, comme chercheur du CNRS, je pense que ça pourrait s'appliquer aussi à vous si vos recherches étaient en quelque sorte payées, comme vous le dites si nettement, payées par nous, par vos concitoyens, si vos recherches vous starisaient et que vous deveniez, que pour venir par exemple dans cette émission vous ayez exigé une somme phénoménale. Là j'aurais un peu exagéré, je pense. J'aurais été un petit peu à côté de la réalité. Oui. Et puis surtout, pour que ça se produise, il faudrait que mon image soit publique, soit très connue. Or, les chercheurs, exactement de même que les créateurs, produisent des œuvres, mais ne se produisent pas en personne, sauf cas exceptionnels où on les invite à la télévision, ce qui est quand même très très rare, parce que malheureusement la télévision n'est pas un grand support de vulgarisation scientifique. Voilà. Donc en fait, nous chercheurs sommes quand même très à l'abri de ce type de tentation, parce que encore une fois, notre image est à peine connue. Quand nous sortons un livre, quand tout se passe bien, il y a quelquefois notre photo dans les magazines qui parlent du livre, mais ça reste dans des proportions extrêmement limitées. Donc heureusement, nous ne sommes pas soumis à la tentation de la visibilité. Vous dites heureusement. Heureusement, parce que c'est vrai que, enfin, là, je ne parle que pour moi et pas pour mes collègues, mais quand on fait de la recherche, on a envie que notre recherche soit utile pour d'autres chercheurs, soit utile pour les gens qui s'intéressent au sujet, soit pérenne, c'est-à-dire dure longtemps, reste longtemps valable. Mais c'est ça qui nous fait travailler, qui nous intéresse. C'est pas le fait de passer à la télévision. Je crois que ce sera une magnifique conclusion pour cet entretien qu'a bien voulu nous accorder Nathalie Hennig, parce que bon, elle est quand même pas mal sollicitée, et quelle est cette espèce de disponibilité pour venir dans une émission comme la nôtre sur une petite radio associative. Ça signifie beaucoup de choses pour nous, et j'espère pour vous aussi. Vous pourrez peut-être foncer à la librairie Publico justement pour essayer de commander son livre. Parce que ça peut vraiment, je parle surtout aux artistes évidemment, mais aux autres aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'art sans être des artistes, pour un peu vous éclairer sur ce qui se passe dans notre belle société. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Hennig. Merci à vous d'avoir accepté de venir nous rencontrer.
Alors c'était... j'ai un trou de mémoire. C'était une chanson. C'était une chanson. C'était L'homme médiatique de Groovy Things. Merci Pikikou pour cette hésitation fatale à cette fin d'émission. C'est notre invité qui partait, voilà. Oui, elle nous a quittés, on pleure parce que vraiment c'était un moment assez sympa. C'est quelqu'un, comme souvent, les gens qui ont certaines capacités à faire des choses pas tout à fait ordinaires, ont cette simplicité qui permet de se sentir pas trop mal. Mon Jean, tu vois, t'as vraiment loupé ça, hein. Vous avez pu le remarquer, notre hussard noir n'est pas là. On n'a pas pu en parler puisqu'il y avait cet invité, fait qu'on devait quand même garder un certain plom tagla, mais notre Jean, notre hussard noir est cloué dans sa petite maisonnette sur les hauteurs de Belleville, là, par donc cet accident qu'il a eu en montagne, sur le plateau de Coumélie, tout là-haut, et il a voulu faire le rigolo en ne se soignant pas correctement, et maintenant, ça a empiré, et puis voilà, il n'a pas pu venir à l'émission ce matin, il souffre. Ça, c'est pas drôle. Alors, mon Jean, on pense beaucoup à toi. On te remercie d'avoir pensé à faire venir Nathalie ici, avec Piquécou qui s'est mis aussi au turbin. Et comme tu as pu l'écouter, ça s'est pas trop mal passé. On a pu quand même, malgré... bref, on a pu parler. Et ce qu'elle a dit, c'était vraiment intéressant. J'espère qu'on pourra les réinviter une autre fois. On sera rodé, on saura. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, la 158e, sans l'autre Jean, qui souffre en silence dans sa petite maisonnette, qu'on lui fait des gros bisous, pour parler tout de suite des œuvres de la Fédération anarchiste, dont la semaine dernière... C'est la semaine dernière qu'on n'en a pas parlé, oui, je pense, oui, parce que l'émission, on l'avait commencé en retard et on a dû donc se dépêcher pour la fin et on a zappé nos chères œuvres de la Fédération anarchiste, dont je rappelle le nombre 3, c'est important quand même, la radio que vous écoutez ce matin, que vous pouvez écouter ce matin, qui n'a que la ressource de vos thunes pour pouvoir assurer la maintenance du matériel high-tech qui permet à la régie de vous envoyer du son assez audible. Donc cet argent que vous payez, que vous nous apportez en prenant la carte d'auditeur qui coûte 20 € et que vous pouvez retirer à la libraire Publico, où Laurent et Max, nos deux très vaillants camarades libraires et par ailleurs militants actifs, vous proposent, si vous leur demandez, en tout cas, ils vous sortiront une petite carte d'un petit tiroir et en échange de vos 20 €, ils vous la remettront carte d'auditeur, voilà, pour l'année. Enfin, vous pouvez donner plus que 20 € si vous avez beaucoup de thunes et si vous avez besoin de soulager votre portefeuille d'un surplus, ce sera bienvenu. Mais c'est pas obligatoire, évidemment. Rien n'est obligatoire. Quand on n'a pas de thunes, on n'a pas de thunes. On va pas se faire de crédit, machin, j'ai pour de la thune. Bon. Il y aura les Publico, où vous pouvez trouver, évidemment, si vous le cherchez, et même si vous le cherchez pas, parce que c'est tellement tentant tout ce qu'il y a dans les rayons de la librairie qu'on en sort rarement les mains vides. Alors, de la littérature générale, militante, une presse militante, et puis tout un tas de petits bazars qui peuvent améliorer les fins de mois, comme des t-shirts, des suites, des DVD, des CD, des pins, des fly, des affiches que vous pouvez évidemment acheter en plus de la littérature que vous manquerez pas de trouver dans les rayons de cette caverne d'Ali Baba de la littérature militante. Et Publico, un haut lieu de l'anarchie à Paris en tout cas. Il y a un air de fête là-dedans, un air qui vous donne envie d'aller plus loin, avec aussi des soirées tous les vendredis
Soir et les samedis soirs aussi, enfin en fin d'après-midi, en tout cas c'est pas les nocturnes, hein, c'est en fin d'après-midi à partir de 16h, 16h30. Et là, samedi prochain, il y aura, et puis Kikou vous en parlera à la fin de mon blabla, un rendez-vous justement à la librairie Publico. Voilà. Et puis l'autre œuvre de la librairie, la deuxième, c'est... Ah non, mais je parlais d'Arracaille et puis je suis allé sur la librairie d'un seul coup. Ah non, mais j'ai fait les deux, Arracaille, Radio Libertaire et la librairie. Et la troisième œuvre, c'est Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines, dans lequel vous avez, comme à la librairie Publico, et comme dans notre chère radio, vous avez tout un florilège d'articles de fond, d'articles de brèves, d'articles militants, d'articles qui sont des plumes sympathisantes, qui écrivent sur tous les sujets qui préoccupent notre société, dans le monde libertaire, que vous pourrez trouver un dépôt de presse à la librairie Publico, que vous pouvez aussi trouver dans quelques kiosques de la capitale. La librairie Publico, a ce dépôt de presse et aussi peut prendre des abonnements pour le monde libertaire. Vous savez que la presse, d'une manière générale, mais la presse militante plus particulièrement, sont vraiment en danger, comme la librairie Publico, parce que ce sont des petites structures, comme la radio, puisque ce sont des petites structures associatives, et que vous savez, la mode en ce moment, c'est les conglomérats, c'est les rassemblements de choses qui vont se noyer dans des espèces de structures où plus personne ne comprend rien, on est complètement à l'écart de tout, on n'a plus de comment dirais-je, on peut plus avoir une action sur ces manigances qui sont l'émanation de ces choses-là, de ces conglomérats. Je bafouille. Voilà. Donc le monde libertaire qui va cesser de paraître pendant les vacances, qui reprendra au mois de septembre, avec son gratuit qui reprendra au mois de septembre aussi. Vous savez que toutes les semaines ou en bimensuel ou je sais plus si c'est hebdomadaire ou bimensuel, la parution à la rentrée d'un gratuit pour essayer d'intéresser plus de nos contemporains à la lecture du Monde Libertaire, le magazine. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Il y a aussi des expos à voir en ce moment à Paris, au musée d'Orsay, vous en avez parlé, et puis aussi à la Pinacothèque. C'est deux lieux où on va souvent. Je peux pas vous dire exactement, et c'est un peu déplorable, ce qu'il y a exactement en ce moment, moins que Piquécou soit plus informé que moi sur ce qui se passe à Orsay ou à la librairie Publico. En tout cas, à Orsay, vous pourrez voir, on va vous en parler cet été. On va faire toute une série d'émissions sur l'art, la représentation des paysans dans l'art ou la représentation des ouvriers dans l'art, et donc on vous parlera entre autres de Rosa Bonheur, qui est justement au musée d'Orsay avec une peinture qui s'appelle le labourage, je crois. Le labourage d'Ivernay, ouais, c'est ça, magnifique peinture. On vous en a déjà parlé ici pour d'autres comme l'Ermite ou le Page. Vous aurez donc une ressucée, si je puis dire, plus consistante cet été. On y travaille. Puisque notre Jean, cet été, lui qui concocte tous les textes des émissions sur l'art, sera, on pense, remonter tout là-haut, à Kouméli, pour sa convalescence peut-être aussi. Hein, il ira avec un rééducateur là-haut qui va le suivre de près. Non, mon Jean, je ne ricane pas au sujet de ta douleur, hein, mais bon, voilà. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître. Puis vous avez quelque chose à ajouter, Oui, alors moi je peux parler des rendez-vous de Publico. Donc vendredi 22 juin à partir de 19h30, donc les soirées vidéo de la librairie avec Cathy Come Home, un film de Ken Loach de 1966. Ou après, qui sera suivi d'un débat où on pourra discuter de la précarité et des problèmes de logement. Sinon, un autre rendez-vous, donc samedi 23 juin à partir de 16h, Claude Zaretti et Moustache de Paname, qui pousse la chansonnette aussi à la librairie Publico. Et la foire à l'autogestion qui a lieu ce week-end chez Armand Gatti à Montreuil.
Oui, à Montreuil, oui, où la FA est bien impliquée, je crois. Enfin bon, tu as des commentaires sur cette foire à l'autogestion? Non, j'ai pas le programme sous les yeux, mais je crois que ça commence dès vendredi. Ouais. Il y a pas mal c'est à foire l'autogestion, il y a pas mal d'entreprises qui sont présentes pour parler justement des scopes. Ouais. Il y a, je crois, Jean-Marc Tertrais aussi, il me semble, qui doit venir. Il y aura tes amis qui font de la bière montreuilloise, non? La bière montreuilloise, je sais pas, parce qu'il est tout seul, il est pas en scope, mais il y aura probablement la conquête du pain qui sera présente. Ouais, la conquête du pain, ouais. Parce que on en profite, on a un petit peu de temps, là, vous parlez. À Montreuil, il y a une brasserie, une petite brasserie artisanale qui concocte une bière géniale. Ils sont toujours au marché tous les non. J'y suis pas allée récemment. C'est vrai qu'à un moment, ils faisaient une permanence tous les dimanches matins sur le marché avec des croissants pour parler un peu de l'anarchie, pour faire découvrir l'anarchie. Pour la Je croissance. pensais à la conquête du pain. Ah non, la bière. Oui. La bière, c'est une association en fait qui est présente de temps en temps. Donc c'est souvent tous les 15 jours sur les marchés de Montreuil et qui fait la promotion. Donc qui travaille pour la sauvegarde des murs à pêche. Qui a des salariés l'association s'appelle Le Sens du Lumus et elle travaille sur une parcelle des murs à pêche et sur une parcelle d'horticulture. Ouais. Et effectivement, pour aider ces contrats aidés, il y a des ventes de produits d'Île-de-France et de la bière de Montreuil. D'accord. Alors on vous en parlera plus avec. On va la goûter. On en a acheté une bouteille. On va voir ce que ça donne. Enfin, on attend qu'il fasse un peu chaud pour la boire, parce que boire de la bière quand il fait froid, c'est pas un temps à bière. Hein. Sauf pour les pays du Nord, évidemment. Mais nous ici, on attend d'avoir un peu chaud pour la goûter. Ils la vendent qu'en litres, donc il faut aimer la bière. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est autre chose que les bières qu'on nous sert, même à la tireuse dans le commerce. Hein. C'est de la bière artisanale fabriquée à Montreuil. Voilà, elle est brassée à Montreuil. Elle est brassée à Montreuil. Et la personne qui s'en occupe va même obtenir une parcelle à Montreuil pour produire du houblon sur Montreuil. Oui, du houblon sur Montreuil, oui. Puis bientôt de l'orge aussi, pendant qu'on y est. Voilà. Et d'ailleurs, on vend aussi des produits à Bagnolet. Ça c'est un clin d'œil à Jean. Il y a une épicerie locavore, donc c'est-à-dire qui essaye de vendre des produits vraiment fabriqués sur place. Donc ils ont de la farine qui vient de Toussac, qui est dans l'est parisien, une centaine de kilomètres, et ils fabriquent des pâtes. Donc on vend aussi des fois des pâtes fabriquées à Bagnolet. Des pâtes de Bagnolet. Non, mais écoutez, là, il faut le faire. Hein. Nos Bagnolets ou notre Jean va bientôt ouvrir son propre atelier, rue Sadi-Carnot, Bagnolet, la patrie de Jean Rustin, que Piquécou essaye de contacter pour avoir peut-être un entretien avec lui. Enfin, il paraît que physiquement, ça va pas trop bien. Mais bon, peut-être qu'on aura cette chance. Enfin, on va pas insister si c'est trop difficile pour lui, mais on aimerait bien avoir un entretien avec lui. Voilà. Ça, c'est ce qui se prépare en ce moment pour les prochaines semaines. Et il n'y avait pas une annonce à faire sur ce qui se passe la semaine prochaine ici? Alors la semaine prochaine, donc normalement on restera donc dans la continuité un peu d'extraits qu'on a lu là de Natalia Hennig, et on voulait travailler sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, donc l'essai de Walter Benjamin. Ouais. Il n'y avait pas un autre petit baratin là-dessus? Ah oui, il faut essayer que ce soit un peu plus complet, non? Non, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chose. Bon, j'en doute un peu, mais bon. Eh bien, on va se terminer là, un petit peu en avance, mais parce que, bon, notre invité a quitté un peu plus tôt, notre Jean n'est pas là, donc l'émission a été un peu malmenée, si on peut dire. Dans son contenu. Enfin, d'habitude, on peut, avec notre Jean, etc., on a plus de matière. Enfin là, on est vachement heureux quand même que la camarade Hennig soit venue dans notre petit studio. On espère qu'elle vous a donné tout ce qu'elle nous a donné à nous, et de la revoir une prochaine fois. Voilà. Salut les mecs, salut les meufs. À mardi prochain. Au revoir. Peut-être avec notre Jean.